Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Bonjour, bienvenue. Bonjour Renaud, donc aujourd'hui on reçoit un invité spécial sur la chaîne, donc Renaud ici présent, qui est architecte logiciel qui travaille en ce moment sur Sophia Antipolis. Donc on peut dire que tu es un des meilleurs architectes logiciels du littoral. Oui, on peut dire ça effectivement, Bertrand. Et donc j'ai le plaisir de te recevoir pour que tu nous présentes, alors sur cette vidéo, un outil pour faire des diagrammes qui peuvent être des diagrammes d'architecture, mais pas que. Donc sur la chaîne, on a déjà traité le sujet de générer des présentations PowerPoint via l'IA. C'est pas très concluant, et notamment, mais parce qu'il y a plein de sous-problèmes, et notamment un des sous-problèmes qui se pose avec cette démarche, c'est de pouvoir générer des diagrammes à l'aide de l'IA, ce qui n'est pas forcément simple. Et bien cet outil Mermed, que je ne connais pas, avec l'aide de cet outil, on va pouvoir tester cette démarche que toi tu utilises dans ton travail. Exactement. La création de schémas, c'est souvent une tâche assez fastidieuse, voilà, qui demande, on va dire, beaucoup de temps qui n'est pas du temps immédiatement productif, hein, voilà, c'est déplacer des petites boîtes et tout ça. Donc effectivement, la génération automatique de schémas, notamment quand on a beaucoup de schémas à faire lorsqu'on présente des architectures à des développeurs par exemple, eh bien c'est grandement simplifié. Souvent on a en tête exactement ce qu'on veut décrire, et cette tâche fastidieuse, des fois on l'omet, on ne la fait pas. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a des tâches plus importantes à faire. Et malheureusement, lorsque on veut présenter à des équipes de développement des use cases, le schéma, c'est quand même un support voilà, très intéressant. Ça permet à tout le monde de se retrouver. On peut pointer les choses voilà, avec des souris et tout ça. Donc, effectivement, la création de schéma est quelque chose d'extrêmement important. Et souvent, on ne la fait pas, parce que effectivement c'est fastidieux. Oui, donc moi à titre personnel, quand j'ai des schémas à faire, j'aime bien utiliser Google Slide ou PowerPoint. Je fais des petites boîtes et des petites flèches, mais c'est vrai que c'est très fastidieux, ça prend du temps, et là avec cet outil on va gagner du temps. On va gagner du temps, et surtout, puisque on va le voir, c'est un langage de programmation qui est utilisé. L'avantage, c'est que la mise à jour des schémas, elle en est aussi grandement simplifiée. C'est-à-dire que voilà, on veut faire un petit amendement, voilà, une petite modification. On ne perd pas le temps, encore une fois, à redéplacer ces boîtes. Et ces traits qui, du coup, ne vont pas jusqu'au bout parce qu'on a mal attaché le truc. Voilà, donc effectivement, c'est... Et donc, très intéressant. Comme tu le dis, il y a un langage textuel, c'est pas uniquement graphique, Mermed, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir générer du texte avec de l'IA. L'IA étant plus forte sur le texte que sur la génération Exactement. de schéma. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, sur cette chaîne, c'est toujours sans trucage, donc toi tu m'as montré un petit peu l'outil, Renaud, mais je n'ai jamais utilisé Mermed sur cet ordinateur. Donc là, comment on fait Start Free. Voilà, Start Free, voilà. Playground. À mon avis, ça aurait été mieux de faire Playground, Bertrand. Ok, mais... Sinon, il faut que tu crées un compte. Je me crée toujours un compte, j'utilise toujours Agile Toolkit. Voilà, le compte. Comme ça, tous les auditeurs qui ont un compte Google, en général, tout le monde en a un, et ben, peuvent faire exactement la même chose et voir qu'en un simple clic, on a déjà accès à cette interface. Tout à fait. Et si vous n'avez pas de compte Google, bien sûr, il y a tous les autres moyens de connexion. Voilà, donc là, on vous laisse regarder. Donc ici, nous avons notre playground d'une certaine manière. Donc c'est vraiment direct, c'est étonnant d'ailleurs. On arrive directement. Et là, je nous ai préparé quelques petits exemples qu'on va pouvoir tester. Diagramme de classe sur l'héritage. Donc ça, c'est un classique. Un diagramme de séquence. Éventuellement une timeline, style diagramme de Gantt ou timeline de gestion de projet, c'est ce qui m'intéresse plus. Et enfin, un diagramme de design pattern. Voilà, pour voir. Okay. On va pas aller trop loin dans cette vidéo parce qu'on découvre l'outil. Hein. Enfin, toi, j'imagine que tu connais très bien et que tu peux nous faire des diagrammes très compliqués. Oui. Peut-être qu'on le fera après les tests simples. Et donc, pour ce faire, on va utiliser l'IA. Diagramme de classe sur l'héritage. Donc moi maintenant je suis un adepte du speech to text, donc je vais demander à l'IA en parlant de m'écrire un diagramme Mermed pour illustrer le concept d'héritage. Ah, il faut autoriser.
autoriser. Bonjour Kit, je souhaiterais que tu me décrives le texte qui permet de dessiner dans Mermed, dans l'outil Mermed, un diagramme de classe qui illustre le concept d'héritage, s'il te plaît. Oui, mon IA s'appelle Kit comme dans K2000. Voilà. Bonjour Kit, je souhaiterais que tu décrives le texte qui permet de dessiner dans l'outil Mermed un diagramme de classe qui illustre le concept d'héritage. C'est beaucoup plus simple que de taper, parce que là je serais embêté vu que j'ai le micro juste au-dessus du clavier. Exactement. Alors, donc là, cet exemple n'est effectivement pas un use case, c'est-à-dire qu'il va générer un diagramme de classe qui va illustrer quelque chose, qu'il va aller lui-même chercher quels sont les concepts d'héritage. Donc en fait, il va les chercher du coup sur Internet, dans sa base de connaissances, exactement. Qu'est-ce que le concept d'héritage? Mais on pourrait tout à fait utiliser un vrai use case. Alors peut-être qu'après on fera un exemple où on utilise un vrai use case. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, je clique sur envoyer. Donc ChatGPT réfléchit, nous écrit un petit diagramme, ça devrait être assez rapide. Donc ça c'est le langage de Mermed. D'ailleurs c'est écrit Mermed ici. Voilà, bon, on va pas lire les explications. On fait copier directement. Coller ici, c'est assez simple, et voilà, nous avons un diagramme de classe tout à fait classique. C'est pas mal. Alors est-ce qu'on a quelque chose à redire là-dessus? Alors, les choses qu'on peut dire, c'est que effectivement, donc c'est un langage de programmation, donc l'image qu'on voit là est entièrement générée. Un des désavantages, effectivement, c'est qu'on ne peut pas remodifier à la main le schéma. Mais finalement, c'est ce que nous souhaitons, parce que nous ne voulons pas apporter des modifications, on va dire graphiques, qui après empêcheraient de rajouter effectivement imaginons que j'ai envie de rajouter maintenant un nouvel animal, voilà, par exemple l'ornithorynque. Effectivement, il ne saurait pas le placer, donc... Ah, ceci dit, apparemment, je peux ajouter des classes comme ça. Voilà. Après, c'est au niveau du déplacement que c'est... En fait, là, en gros, tu vas juste faire graphiquement rajouter dans le comment ça s'appelle, dans le je ne peux pas le déplacer. Dans le langage de programmation. Ok, je vois. Donc c'est semi WYSIWYG. On peut déplacer un peu ou créer des choses, mais peut-être pas déplacer. Justement. Exactement. On ne peut pas les déplacer. Donc là, j'ai cliqué, je sais pas où. Alors, on va pas trop tester cette fonctionnalité d'édition en live. À mon sens, le mieux, c'est de passer uniquement par le texte et même par l'IA. Par exemple, si je veux une souris, quitte dans ce diagramme de classe que tu as déjà généré, ajoute-moi un troisième animal, la souris, s'il te plaît. Voilà, comme ça, on s'embête pas à réfléchir et à taper. On demande à l'IA pour voir si ça va fonctionner. Bien sûr, Michael. Donc l'IA m'appelle Michael Knight comme dans la série K2000. Voilà, les habitués de la chaîne sont au courant. Donc on voit que pour l'IA, la principale fonction d'une souris, c'est de couiner. Ah oui, mais je crois que c'est le vrai bruit de la souris, hein, le couinement, il me semble. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc l'IA est très cultivée. Oui. Effectivement. Donc ça, c'était notre premier use case. Alors, tu me disais qu'on pourrait tester un use case un peu plus professionnel, un peu plus sophistiqué. Alors, ce que je te propose, c'est de lui demander de générer un diagramme de classe de l'application CinePS, que les auditeurs connaissent parce que je l'ai présenté dans une précédente vidéo. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, l'application CinePS est décrite dans une certaine vidéo, dans la vidéo sur les release notes. Ici, je vous présente l'application CinePS, qui est une application personnelle pour un club de cinéma que je développe avec mes amis, et donc il nous permet d'expérimenter. On peut faire tout ce qu'on veut sur cette application, vu que c'est pas une application d'un client, etc. C'est une application privée. Une sandbox. Exactement, c'est une sorte de sandbox. Alors, je vais demander de générer le diagramme de classe de CinePS. Par exemple. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est demander à l'IA, qui connaît déjà CinePS, vu que pour développer cette application, je fais un recours à ChatGPT. Je pourrais lui demander, d'après ce qu'elle connaît de CinePS, de générer le diagramme de classe. Alors, tu pourrais lui demander tout le diagramme de classe. Alors, CinePS, je ne connais pas trop, mais
je pense que ça va représenter beaucoup de classes. Donc un des avantages, effectivement, c'est qu'on peut lui demander des sous-parties du schéma, par exemple, enfin sous-parties du diagramme, voilà, pour éviter justement cet effet de diagramme monstrueux où il y a des dizaines de classes, des flèches un petit peu dans tous les sens qui ne sont pas toujours très faciles à appréhender visuellement. Ou, voilà, donc soit on lui demande de tout générer, voilà, pour avoir une vue exhaustive, ou une sous-partie. Bon, on va faire une petite sous-partie. Alors, je ne sais pas ce que l'IA connaît de CinePS, mais j'ai pas envie de tout décrire parce que ça prendrait trop de temps, mais on va voir. Kit, est-ce que tu pourrais générer un diagramme de classe Mermed qui correspond à l'application CinePS? Donc, tu connais déjà l'application CinePS de par nos discussions et c'est dans ta mémoire. Dans ce diagramme de classe, je voudrais uniquement les classes semaine, proposition, film, et membres, s'il te plaît. Je dis s'il te plaît, toujours être poli avec l'IA. Tu aurais pu aussi lui demander montre-moi le diagramme de classe qui montre toutes les interactions, enfin tout ce qui correspond aux membres et qui s'y rattache directement. On pourra le faire après, du coup. On pourra le faire. Donc là, premier test. Alors là, Donc là, l'IA va générer. Tout à fait. Donc là, il a mal écrit Mermed, mais il a réussi à s'en sortir. Oui, l'IA est très résistante aux fautes. Ah oui, oui, tout à fait, effectivement. Alors, mais il a réussi à comprendre à la fin que finalement c'était bien Mermed l'outil. Alors, est-ce que c'est fini? Parce que j'ai tendance à copier-coller avant que ce soit fini. Voilà. Donc, nous avons une semaine qui contient des propositions. Donc, une proposition, alors là, ça écrit propose, ça contient un film, ce qui est vrai. La proposition est faite par un membre. Voilà, on pourrait critiquer ça puisque propose un film et ce film ne peut être que dans une proposition. Je ne connais pas très bien l'application CinePS, mais on pourrait imaginer qu'un film soit proposé plusieurs fois. Après, c'est peut-être une instance nouvelle. Oui. Du film à chaque fois, même si c'est le même film, il peut y avoir deux instances de ce film. Effectivement, il y a des problèmes sur les cardinalités parce que, alors là c'est bon pour propose parce qu'on crée une nouvelle instance de film, mais parce que c'est mal programmé. Mais en revanche, pour membre, là, un membre, il y a une relation 1-1 entre le membre et la proposition, ce qui n'est pas exact. Okay. Mais donc je n'ai pas vraiment une base de connaissances très solide sur CinePS dans ChatGPT. Effectivement, il a effectivement généré le schéma par rapport à ce qu'il connaît de CinePS. Si jamais tu ne lui as pas explicitement décrit cette relation, forcément l'IA devient inventive et effectivement elle peut se tromper. Oui. C'est le cas ici. Maintenant, ça se corrige très facilement. Hein. Tu peux rajouter dans ton prompt. Tu peux lui dire non, le membre est une... comment dire voilà, attends, comment est-ce qu'on pourrait lui faire comprendre qu'effectivement, la relation qui existe entre la proposition et le membre n'est pas une relation de 1-1, mais effectivement est une relation 1N. Eh bien, je vais m'y essayer. En plus, chaque semaine, un membre fait plusieurs propositions et une proposition n'est faite que par un seul membre. Donc, il suffit que je dise ça à l'IA. Merci Kit. Il y a un problème dans la cardinalité entre la relation membre-proposition. Un membre peut faire plusieurs propositions et une proposition n'est faite que par un seul membre. Est-ce que tu peux corriger ce schéma, s'il te plaît? Et voilà. Donc là, bien évidemment, on aurait pu faire nous-mêmes la modification. Là, oui. On est bien en train de tester la génération entièrement par IA. Oui, après, intuitivement, depuis que j'utilise l'IA, j'ai de moins en moins envie d'écrire et j'utilise de plus en plus le speech to text et j'ai le sentiment que c'est plus efficace de faire comme ça. Donc, une semaine contient une proposition. Un membre, alors là on voit pas très bien, je sais pas si on peut le déplacer, non, alors à chaque fois que je clique ça fait des choses, comment on fait pour revenir en arrière, c'est ici, voilà. Exactement. Donc là je ne vois pas bien la cardinalité, 0 étoile. Là c'est aussi probablement lié à ta configuration pour la vidéo de ton navigateur, tu dois être dans une résolution
Alors pas ici, mais plutôt ton navigateur. Ok, effectivement. Tu peux faire CTRL plus, voilà. Bon, ça change rien. Ah oui, c'est étonnant. Quel navigateur utilises-tu? Firefox. Firefox. Ok. Bon, c'est un détail. Après, on voit l'idée. Ici, on découvre l'outil. Ouais, on ne va pas corriger les bugs. Alors, le membre, une proposition est faite par un seul membre et le membre fait plusieurs propositions. Et une proposition propose un film. Donc, voilà, très bien. Exactement. C'est le reflet, a priori, de l'implémentation qui a été faite. Donc c'est juste. C'est-à-dire qu'on peut discuter effectivement de ce propose en 1.1. Oui. Mais l'implémentation reflète exactement. Ce comportement. C'est ce qu'on voulait. On ne va pas discuter de l'implémentation de CinePS, peut-être dans d'autres vidéos. Donc c'était un programme, un projet d'apprentissage pour un jeune à la base CinePS. Alors, le premier test est vraiment concluant. Diagramme de classe sur l'héritage, diagramme de classe sur CinePS. Si on faisait un petit diagramme de séquence maintenant, qu'en penses-tu? Le diagramme de séquence est un grand classique, Bertrand, bien évidemment. Et c'est toujours très fastidieux à faire. Il faut tirer des traits verticaux, des traits horizontaux. Alors, il y a un ensemble d'outils qui nous permettent déjà de le faire de manière un peu plus assistée. Mais là, vraiment, le gros avantage, c'est que on passe par l'IA. Oui. Et pour faire ce genre de diagramme, historiquement, quand j'étais plus développeur, j'utilisais des outils comme PlantUML, par exemple. Il y en a qui utilisent des outils, des ateliers de génie logiciel sophistiqués comme Papyrus, etc. Mais à la longue, moi, je me suis résolu à ne faire plus que du Google Slide ou PowerPoint, donc qui est beaucoup plus flexible, d'une certaine manière, qui peut se faire en 5 minutes, mais qui a aussi ses défauts. Donc ça, c'est une alternative, et notamment, là, le gros avantage, c'est qu'on peut le faire avec l'IA. Kit, est-ce que maintenant, on voudrait dessiner un diagramme de séquence, le diagramme de séquence qui correspond au protocole de vote pour les films dans CinePS. Donc essaye de faire un bon diagramme de séquence qui correspond à tout ce que tu connais de l'application CinePS et de son protocole de vote. Donc je rappelle que j'aurais peut-être dû préparer mieux cette vidéo pour briefer ChatGPT sur l'application CinePS, parce que je travaille tout le temps avec, mais c'est quand même impressionnant puisque... Exactement, là l'avantage c'est qu'on voit en situation réelle. C'est-à-dire que si on prépare tout avant, effectivement, on peut réussir à trouver des cas vraiment impressionnants, mais ce ne serait pas très, comment dire, pas très honnête. Là, l'idée, c'est justement de montrer que il va quand même s'en sortir, que ce n'est pas parfait, qu'il y a un petit peu d'adaptation à faire, et surtout de montrer qu'il faut quand même un petit peu apprendre à, comment dire, à faire le prompt qui fait générer le bon schéma immédiatement. Oui, ceci dit, donc effectivement, si on est très pressé et qu'on a des schémas à faire rapidement, on peut utiliser cette solution, mais dans un vrai projet, on pourrait très bien imaginer avoir une base de connaissances complète dans ChatGPT ou un autre outil d'IA. Et donc là, l'outil pourrait donner les bonnes informations. En situation professionnelle, exactement, c'est ce qui est fait. Alors, nous avons un schéma assez compliqué. On va essayer de le suivre très brièvement. Donc, le proposeur. Alors, nous avons un type particulier de membre. Chaque semaine, il y a une personne qui est désignée proposeur pour proposer 5 films. Et toutes les autres personnes, tous les autres membres votent pour ce film. Donc là, on a le proposeur qui propose les films à l'application. Donc là, on a une flèche vers base de données. Effectivement, c'est une application client-serveur. Pourquoi pas. On enregistre les propositions. Et ensuite, les membres peuvent voir les propositions. Donc là, c'est une loupe, c'est-à-dire que effectivement, ça peut être répété à loisir. Donc, je constate qu'il y a 2 membres. Moi, j'aurais mis qu'un seul membre parce que c'est un persona. On n'a pas forcément besoin de Exactement. Exactement. Surtout qu'on voit que c'est exactement la même chose qui est répétée. Ensuite, les gens votent pour les films qu'ils veulent voir prioritairement. Bon, je vous explique pas le protocole de vote, mais ça se passe comme ça. Donc là, qu'est-ce que c'est que cette deuxième boîte? C'est le membre 2. Ah oui, c'est la même chose pour le membre 2, effectivement. Donc là, c'est un peu superflu. Fin de la période de vote, effectivement. Donc dans le calendrier, au bout d'un moment, la période de vote est terminée. Et l'application, donc j'imagine c'est un trigger. Comment ça se passe? C'est à la date, la période de vote se termine vendredi à 18 h. Mais qu'est-ce qui déclenche le calcul?
Ah, le calcul se déclenche à chaque fois qu'on affiche la page. D'accord, donc c'est une réaction à une personne. C'est-à-dire que si personne ne consulte, le film gagnant n'est jamais... Imaginons que personne ne consulte, Oui. voilà, le film gagnant n'aura jamais été calculé. Alors, si, il est calculé en base de données à chaque fois qu'on vote, en réalité. C'est stocké... D'accord, donc il y a là... un score qui est calculé à chaque fois qu'on vote. D'accord, donc là, ce schéma, il n'est pas tout à fait juste, Oui, puisque le calcul, en fait, aurait dû être indiqué dans la flèche qui dit enregistrer vote. Effectivement. C'est enregistrer vote et calculer film gagnant. Tout à fait, effectivement. Bon, après, voilà, ChatGPT n'est pas au courant de ses subtilités, mais c'est déjà pas mal. Sans rien, on n'a rien préparé sur là-dessus, donc je suis agréablement surpris. Et j'imagine qu'avec un petit peu de préparation et quelques ajustements, on peut avoir le résultat qu'on veut. Un diagramme de séquence comme ça, ça prend du temps à faire. En fait, ce diagramme, enfin les diagrammes générés, peuvent aussi du coup nous indiquer que nous n'avons pas bien alimenter la base de connaissances. C'est-à-dire que soit il manque des use cases, ils ont été mal décrits, ils ont été supposés par les équipes de dev par exemple, alors que là voilà, on voit immédiatement que s'il s'est trompé, c'est pas parce qu'il fait des erreurs, mais c'est parce qu'il n'a pas eu les bons inputs. Oui, d'ailleurs, si je voulais supprimer des choses sur ce diagramme, par exemple supprimer le membre 2 et le deuxième bloc... Alors oui, tu peux cliquer sur membre 2, voilà, tu peux faire supprimer. Et je peux supprimer tous les éléments. Voilà, du coup voilà, malheureusement là il faut enlever à la main. Ah, à la main, c'est-à-dire là dedans. Bouton droit, ouais, bouton droit sur le par. Bouton droit sur le par. Ah oui. Ah, le delete ne marche pas. Peut-être qu'il faut supprimer les éléments à l'intérieur. Normalement, le delete sur le par devrait fonctionner. Donc là, c'est l'effet. Oups. Alors là, j'ai rajouté quelque chose sans faire exprès. C'est le fameux effet démo, bien sûr. Bon, bien évidemment, après, il peut se supprimer dans la partie code qui est à côté. Donc là, sur le membre, ça a bien marché. Et là, dans la partie code, le par, on peut très bien le supprimer comme ça. Voilà, ça fait un petit test. Et ça nous a supprimé tout le bloc. Donc c'est ce qu'on voulait finalement. Alors ce qui me surprend, c'est que la partie code est vraiment très succincte par rapport à ce schéma. On n'a vraiment pas beaucoup de code. Tout à fait, exactement. C'est très synthétique. Oui, parce que effectivement dedans il n'y a rien de la partie graphique. Les couleurs ont été choisies au hasard. Bien évidemment, on peut lui demander de changer les couleurs. On peut lui dire que par exemple les personnes, les acteurs de l'application sont représentés d'une autre manière. Voilà, on peut soit changer les couleurs, soit même changer l'iconographie. On peut dire que les bases de données, par exemple, sont représentées par le symbole de base de données, avec la couleur bleue, par exemple, et que l'application et les services sont représentés par des carrés verts. Ah, excellent. Bon, on a d'autres tests à faire. Allez, on va faire une petite base de données, quand même. On va modifier, on va représenter la base de données, ok? Ok. Et après, on passera à un autre exemple. Dans ce diagramme, est-ce que tu peux enlever le deuxième membre qui est inutile? On n'a besoin que d'un seul membre qui représente un persona. Et pour la base de données, fais un petit symbole de base de données. Et cette base de données doit être de couleur bleu ciel, s'il te plaît. Donc là, si on n'avait pas l'IA pour nous aider, on serait obligé de chercher dans la doc comment utiliser cet outil Mermet que je ne connais pas. Oui. Mais là, sans connaître l'outil, bon, tu me conseilles un petit peu, mais sans connaître l'outil, je peux utiliser l'IA pour manipuler l'outil. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et ça sera le dernier test sur le diagramme de séquence. Et voilà, donc voilà. Le membre n'est plus là. Oui, alors effectivement, il a fait une petite erreur sur l'iconographie. Non, tu avais bien demandé. Pour la base de données, fais un symbole de base de données, effectivement. Oui, effectivement. Alors, donc c'est pareil, hein. Dans notre base de code, nous, tous ces éléments-là sont connus. Il sait qu'il doit toujours représenter la base de données d'une même manière, hein, qui a été codifiée une fois pour toutes. Donc là, effectivement, là, on va dire qu'il n'a pas la connaissance exacte de finalement ce qu'on souhaitait. Ok. Bon, on lui en tient par rigueur. Et là aussi, c'est la première fois que j'utilise cet outil. Il y a tout un tas de réglages. Donc cette chaîne Agile Toolkit, hein, c'est un toolkit. On fait découvrir aux gens des outils pour les aider. Donc dans le domaine de l'agilité, mais dans tout ce qui est développement logiciel. Alors, pour se recentrer un peu plus sur l'agilité, moi, il m'arrive de faire des schémas, des timelines, des roadmaps, hein, comme on dit, des feuilles de route en français.
donc pour un projet par exemple. Et donc on va voir si Mermed est capable de dessiner. Est-ce que tu as déjà dessiné des roadmaps ou des feuilles de route avec Mermed? Non, je m'en sers exclusivement pour des schémas d'architecture. Oui, comme tu es architecte, c'est logique. Exactement. Mais on va revenir un petit peu du côté de la gestion de projet. Alors, je vais demander. Maintenant, je voudrais un nouveau schéma qui correspond à une roadmap d'un projet. La roadmap va être assez simple. Ce serait pour la mise en place d'un nouveau train safe. Donc je voudrais sur cette roadmap un sprint 0 qui dure à peu près un mois. Donc tu peux faire une période, au départ ça s'appellera T0 et ensuite le sprint 0 se terminerait à T0 plus un mois. Et ensuite je voudrais 4 PI de 3 mois. Donc tu pars de T0 plus 1 mois pour arriver à T0 plus 4 mois, T0 plus 7 mois, T0 plus 10 mois, T0 plus 13 mois. Donc pour identifier les PI. Donc le nom des PI, ça sera classique, PI dièse 01, PI dièse 02, 03, 04, etc. Donc c'est pour illustrer la roadmap de développement d'un nouveau train. Et puis à la fin du deuxième PI, je veux une flèche qui indique livraison MVP, qui veut dire Minimal Viable Product. Et voilà. Donc là, j'ai dit beaucoup de choses à lire. Tu as dit beaucoup de choses, effectivement. Mais on va voir que c'est quand même relativement synthétique. Bon, ça fait quand même un petit paragraphe. Si j'avais eu à écrire tout ça à la main, ça aurait pris plus de temps, je pense. Oui. Donc là, il y a besoin de réfléchir un petit peu plus. Analyse. On voit que... Voilà, j'en demande beaucoup à ChatGPT. Hein. J'utilise cet outil tout le temps maintenant. Sauf dans mon travail, dans les missions que je fais, parce que en général en entreprise ce n'est pas encore autorisé ces outils ChatGPT, enfin ça dépend de chaque entreprise. Alors là, est-ce que tu l'as demandé? Ah non, alors... Tu as oublié de lui demander oui. en Mermed. Alors c'est formidable, c'est un bel exemple parce que ce schéma est magnifique, ça correspond à peu près à ce que je voulais. T0 plus 1, T0 plus 4, j'ai presque envie de le mettre dans un point doc, dans un rapport. C'est exactement ce que j'avais en tête, mais j'ai oublié de dire que je le voulais avec Mermed. Donc on va lui dire merci Kit, ce schéma est vraiment parfait, est-ce que tu peux me faire exactement le même schéma en format Mermed s'il te plaît? Voilà. L'IA est très serviable, donc on peut lui demander de faire et refaire. Avec plaisir, Michael. Voilà. C'est même un plaisir pour l'IA de travailler pour nous. Ce format n'est pas aussi visuel que Matplotlib pour les couleurs ou les flèches, mais on peut représenter des périodes et jalons temporels. Ok. Bon, on va voir. Donc là, ni toi ni moi, on sait ce que ça va donner. Hein. Ok. C'est au format Gantt, effectivement. C'est une sorte de Gantt. Mais est-ce que j'ai parlé de Gantt? Alors c'est lui qui a décidé de faire un Gantt. Alors peut-être que le Gantt est un format qui existe dans... Exactement. Si tu regardes la première ligne de code, tu vois qu'il t'indique que c'est Gantt. Ah oui, effectivement. Alors, ce schéma, est-ce qu'il est juste? On va regarder ça. Alors je ne sais pas si... Bon, je dézoome. Sprint 0, qui fait à peu près un mois. PI 01, PI 2. Donc là, on a vraiment une chronologie. Alors il y a les dates. Il y a même les semaines, etc. Donc c'est comme un vrai Gantt. Donc moi j'attendais quelque chose de plus simple. Alors là tu vois, donc ça c'est bien, mais livraison MVP ici, donc avec le petit formalisme qui va bien, c'est bien, mais finalement je préfère la version de ChatGPT, mais que je ne peux pas éditer, parce que c'est une image. Quoique, non, Matplotlib, ce n'est pas une image, c'est du... Non, ça c'est le nouveau. Donc non, a priori c'est une image qui a été générée. Ah oui, c'est une image. Vraiment en utilisant une librairie, une fonction interne de ChatGPT qui lui permet de le générer, mais il ne te donne pas le code qui lui a permis de le générer. Oui, ok. Bon. Le but est peut-être un petit peu différent, c'est-à-dire que cette représentation est peut-être plus visuelle pour mettre dans un PowerPoint par exemple, oui. Alors que l'autre format est un format plus éditable et qui respecte plus certains standards. Donc Mermed, ça sera bien pour si on veut un schéma relativement précis,
qui respectent un certain standard comme l'UML par exemple. Exactement. Oui, je vois. Donc on va aller vers notre dernier exemple, le design pattern. Peut-être qu'on parlera après des design patterns dans une autre vidéo. Quel design pattern souhaites-tu voir représenté, Bertrand? Alors, le design pattern le plus connu, c'est le singleton qu'on apprend à l'école. Voilà, effectivement, qui est un anti-pattern. Voilà, donc ça on en parlera certainement dans une autre vidéo. Tu as énormément de choses à dire, ça serait bien si tu pouvais rester pour plein de vidéos, mais bon, on doit aussi travailler malheureusement, et on ne peut pas faire que s'amuser avec l'IA. Exactement. Un pattern assez visuel qu'on peut lui demander, par exemple, serait le composite. Oui, le composite. Kit, maintenant, fais-moi un diagramme de classe Mermaid qui représente le design pattern composite, s'il te plaît. Alors, je dois dire que j'ai appris les design patterns à l'école, j'ai tout oublié. Même le singleton, je serais incapable de le représenter. Sachant que c'était toujours demandé en entretien d'embauche quand tu es développeur, ça je m'en souviens très bien, on l'apprenait par cœur sans savoir l'utiliser. Et bon, maintenant je l'ai oublié puisque je ne suis plus développeur depuis bien longtemps. Ouais. Alors, est-ce que c'est un pattern composite correct? Alors, la feuille et le composite, effectivement, implémente le composant qui a son opération, qui se retrouve dans la feuille et dans le composite. Et le composite a en plus cette liste children qui veut dire qu'effectivement, le composite contient un ou plusieurs composants. La fonction composite a la méthode ajouter et la méthode supprimer, c'est normal, contrairement à la feuille. Donc oui, c'est une bonne représentation du pattern composite. Oui. Eh bien, c'est excellent parce qu'on a obtenu ça en moins de 1 minute grâce à l'IA plus Mermaid. Tout à fait. Et je me souviens, dans ma carrière, il y a quelques années, avoir passé beaucoup de temps à faire des schémas, des heures, parce qu'on a besoin de schémas pour communiquer, etc. Et là, j'ai vraiment le sentiment que ça nous fait gagner du temps. Et toi, tu l'utilises au quotidien maintenant. Exactement. C'est-à-dire que ce pattern composite, qui est un pattern assez connu pour représenter les structures arborescentes, qui est assez utilisé dans beaucoup de programmes, y compris des programmes d'informatique de gestion assez basiques. Le pattern en lui-même, il n'est peut-être pas complètement maîtrisé par les équipes de dev, qui sont plutôt dirigées vers l'implémentation plutôt que sur la formalisation des problématiques. Et du coup, un des avantages, c'est, grâce à l'IA, effectivement, de dire notre use case, s'il te plaît, fais-nous une représentation de ce use case en respectant le pattern composite. Et du coup, immédiatement, alors même qu'on ne maîtrise pas complètement le pattern, il nous proposera une implémentation, une représentation qui sera assez proche de ce qu'aurait fait une personne plus qualifiée, habituée à manipuler ces patterns. Donc voilà, en dehors juste de la représentation, c'est aussi effectivement un excellent outil pour aider à appréhender des concepts un petit peu plus compliqués. Ah oui, donc on peut dire que c'est une aide à la conception. Donc tu as tes concepts métiers, tu te dis ça ressemble à un pattern composite, tu peux demander à l'IA et à Mermaid de te dessiner ça spécifiquement pour ton projet. Exactement. Pour voir très rapidement ce que ça donne, sans perdre du temps à tracer des traits, à faire des schémas. Exactement, et avec l'aspect visuel qui permet de... on n'est pas obligé de se balader dans dans du code avec des classes qui sont parfois pas très lisibles. La représentation visuelle de ce que pourrait donner l'architecture permet aux développeurs aussi de mieux appréhender la problématique et permet aussi aux développeurs de demander confirmation à son tech lead, à son architecte, de OK, est-ce que cette représentation est correcte? Oui, je vois. C'est vraiment un très bon gadget, et même plus qu'un gadget. C'est un outil. Est-ce que tu sais si beaucoup de gens l'utilisent, Mermaid, dans le domaine de la conception? Oui, c'est assez populaire. D'accord. Ouais. C'est populaire. Par exemple, donc là on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, Mermaid a un ensemble d'intégrations dans plusieurs outils. Par exemple, si on utilise GitLab, qui est aussi un outil très populaire, si dans le README de notre projet, on a mis après les 3 apostrophes le mot-clé Mermaid, tout le code qui est à l'intérieur sera automatiquement affiché au format Mermaid dans notre README, dans GitLab. Ok.
Et est-ce que ça t'affiche le dessin? Le dessin. Ah, donc ça interprète le code Mermed pour afficher Exactement. le dessin. Ah, oui, j'ai mal expliqué, merci Bertrand. Effectivement, ça interprète le code Mermed. Oui, c'est formidable. Alors là, on ne va pas le tester parce qu'on n'a pas de GitLab sous la main, mais y compris aussi dans les IDE, voilà, les IDE populaires type IntelliJ, VS Code, tout ça, ont tous des plugins Mermed qui permettent de voir le... Ah oui, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas, c'est toi qui m'as fait découvrir ça, et je pense que je vais l'utiliser maintenant parce que ça m'a l'air très prometteur. Et dernière question sur Mermed, est-ce qu'il y a une IA intégrée? Parce que là, on a utilisé ChatGPT. Il y a une IA intégrée qui, par contre, sont dans les plans payants de Mermed. Mais voilà, l'IA, elle est directement entraînée, elle produit effectivement des diagrammes de meilleure qualité, puisque voilà, ça fait partie, elle a été spécialement entraînée pour Mermed, mais pour autant, voilà, avec ChatGPT, c'est suffisant. Alors peut-être voulais-tu tester une autre... Oui, avant de conclure, je voulais tester Claude, qui est réputé très bon pour les schémas, et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va reprendre les mêmes prompts que ceux qu'on a utilisés pour ChatGPT. Peut-être qu'un seul suffirait. Donc on va tester le cas le plus simple peut-être au départ. Alors pour être sûr, non, parce que là en fait ton prompt, tu ne lui as pas dit de faire animal, c'est lui qui l'a décidé. Malheureusement tu ne vas pas pouvoir utiliser le même prompt, donc je te suggère de plutôt utiliser le dernier prompt qu'on a utilisé sur le pattern composite, puisque là normalement il devrait produire plus ou moins la même chose. Oui, tout à fait. Alors, tu ne pourras pas l'appeler Kit non plus. Alors, je crois que j'ai dit à Claude qu'il devait s'appeler Kit. Il s'appelle tous Kit. Donc. Petite information aussi, Bertrand. Il m'appelle aussi Michael. Ah oui, c'est vrai, tout à fait, je n'avais pas vu. Petite information aussi, Kit s'écrit avec 2 T. Oui, je sais. Mais ça, c'est l'IA qui l'a écrite. Parce que c'est issu du speech to text. D'accord. Donc, effectivement. Tu ne l'as jamais corrigé. Je devrais corriger l'IA et lui dire que chaque fois que je l'appelle Kit, c'est avec 2 T. Tout à fait. Voilà, tu es un grand connaisseur de séries télé des années 80. Bien évidemment. Alors, bon, on dit quand même bonjour à l'IA. J'aime bien être poli. On fera une vidéo sur le thème faut-il être poli avec l'IA. C'est un sujet plus intéressant qu'il n'y paraît. Bonjour, fais-moi un diagramme de classe Mermed qui représente le design pattern composite, s'il te plaît. Donc là, très simple. La politesse est... Il faut toujours être poli en toute situation, de toute façon. Par contre, ah oui, là tu as demandé Mermed, tu n'as pas demandé de générer le schéma. Effectivement, tu as raison, donc c'est une erreur de ma part. Donc j'ouvre un nouveau prompt, hop, bonjour, fais-moi un diagramme de classe, j'enlève Mermed. Bon, on va voir si il s'en sort aussi bien sur Mermed que... Alors là, c'est marrant parce que... Est-ce que c'est du code Mermed? C'est le Mermed, effectivement. C'est du code Mermed? Alors, on peut voir le code ici, classe diagramme. Tu reconnais la syntaxe de Mermed? C'est du Mermed. Donc, l'avantage de Claude, c'est qu'il est très fort sur les schémas et qu'il a aussi un interpréteur qui permet d'afficher. Ça peut être des sites web, ça peut être du SVG, et là, en l'occurrence, on voit que c'est du Mermed. Donc, alors, effectivement, on voit qu'il a introduit la notion de client, qui est effectivement un élément... important, enfin, qui ne fait pas directement partie du pattern, mais représenter le client et l'interaction qu'il y a entre le client et les différents composants, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu plus complet. On voit qu'il a rajouté des notes aussi. Donc effectivement, je trouve que Claude a fait une meilleure représentation. Et en plus, les flèches sont courbées, ce qui rend peut-être plus lisible. Alors, dans Mermed, il y a, y compris dans leur éditeur, tu as plusieurs manières de représenter. Hein. Ah oui, ici c'est aussi courbé d'ailleurs. Voilà, c'est aussi courbé, mais tu vois, tu as un ensemble de brushes qui permettent de lui donner d'autres aspects. Donc là, ça, c'est un des aspects. Ce qui est formidable, c'est que Claude est capable d'afficher directement le schéma. Voyons si ça donne exactement la même chose dans Mermed. Donc là, je copie-colle le texte. Moi, j'aime beaucoup Claude, c'est ma deuxième IA préférée après ChatGPT. Donc là, on voit que le rendu est un peu différent. Alors, je ne sais pas ce qui change. Il y a un interpréteur dans Claude qui est peut-être configuré différemment. Là, on a les étiquettes en jaune, ce qui est pas mal. Après, sur la répartition, c'est peut-être un peu moins bien que Claude. C'est un petit peu moins bien. Après, par contre, les interpréteurs qui sont intégrés à GitLab, par exemple, utilisent cette représentation et non pas celle qu'on a vue dans Claude. Après, peut-être que ça se personnalise. J'avoue que je n'ai jamais eu ce besoin en général. Voilà, ça, c'est suffisamment compréhensible. Oui.
Donc nous allons regarder, j'ai oublié de cliquer sur envoyer, donc là je lui demande un diagramme mais sans spécifier Mermed pour voir ce qu'il va faire. Donc souvent il fait du SVG. Ah non. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors il faut lui dire, c'est du Mermed, donc il faut lui dire explicitement de ne plus utiliser Mermed maintenant. Ok. Peut-être que naturellement elle se dit que Mermed est le formalisme le plus adapté. Alors c'est possible. Donc, hop. Donc là, diagramme de classe qui représente le design pattern composite. Dans un autre, alors nous n'avons pas le speech to text dans Claude. Donc, alors on l'a sur l'application mobile. Dans un autre formalisme que Mermed. Voilà. Et ça sera notre dernier test. Est-ce que tu utilises Claude, Renaud? Alors je l'utilise pas directement effectivement dans l'interface, mais via GitHub Copilot, oui, qui intègre plusieurs IA, dont GPT-4 et Claude Sonnet dans les différentes versions. Oui, Claude est réputé très fort en programmation. Oui, alors... Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, oui. Là, c'est parce que nous patientons que le oui. Schéma se dessine. Ça dépend des situations. Il y a des situations où Claude génère du meilleur code et des fois où GPT génère du meilleur code. Oui, donc moi je fais un usage très basique, notamment pour CinePS. J'utilise les deux, ChatGPT et Claude. Bon, je trouve que les deux sont très bien et que de toute façon c'est les deux meilleurs. Et après les autres IA, je les utilise un peu moins. Hein. Je les ai testés, mais donc là, ça prend beaucoup de temps. J'ai demandé un formalisme autre que Mermed, Claude oui. a du mal. Il te prévient que ça prendra du temps. Pourtant, c'est quand même quelque chose d'assez simple, donc je suis surpris que ça prenne autant de temps. Bon, sachant que j'ai la version gratuite de Claude aussi, donc qui n'est pas aussi... Donc là, on va lui envoyer un deuxième prompt identique pour voir. Et voilà, donc là c'est rapide, donc là c'est peut-être de l'ordre du bug en fait. Et il nous fait du SVG qui est je pense le format préféré de Claude pour dessiner. Alors il y a une dernière chose qu'on va pouvoir tester, que j'ai envie de tester, c'est qu'on peut lui demander de faire des schémas interactifs. Donc là il va programmer en Python, etc. Je veux un schéma interactif où je pourrais... Alors je suis pas sûr du tout que ça va marcher, hein. J'ai déplacé les classes sur le schéma avec ma souris et les flèches doivent suivre. Rester connecté. J'ai déjà essayé cette feature il y a longtemps pour un plan d'appartement. Connecté EES. Ah oui, merci Ronan. Normalement je suis fort en orthographe mais j'ai du mal à parler et à écrire en même temps. Je ne suis pas multitâche, contrairement à l'IA qui peut répondre à tout un tas de prompts. Donc ça sera le dernier test. Alors je dis ça à chaque test. Donc ici nous avons notre schéma en SVG cette fois-ci. Alors j'ai l'impression que ce schéma est faux. Ah. Puisque où il a mixé la feuille avec le component. Non, ce schéma est faux. Ce schéma est faux. La feuille, leaf, aurait dû avoir une flèche blanche comme la flèche du composite. Ok, donc ça c'est pas de chance et ça n'a rien à voir avec le formalisme en lui-même. Ouais, je pense que c'est juste qu'il a mixé les deux flèches en une. Ah, peut-être qu'elles se superposent, mais exactement. Par erreur en fait. Par erreur. Donc là on voit l'intérêt d'avoir un formalisme plus précis comme Mermed qui va nous prémunir contre ça parce que le SVG c'est un format de dessin avant tout et par exemple donc là il a peut-être superposé les flèches. Ouais. Donc voyons, alors là alors c'est fini, donc là c'était bien essayé mais on lui en demande un peu trop. Effectivement, l'avantage de Mermed quand même, c'est on évite ce type d'erreur. Voilà, le formalisme est suffisamment clair pour que l'IA n'essaye pas de trop inventer de choses et n'essaye pas de faire des choses trop compliquées que du coup malheureusement l'IA génère encore beaucoup de bugs. Donc là effectivement, donc là c'est du JavaScript.
Et bien sûr, on peut tout faire en JavaScript, mais ça va devenir très verbeux si on veut faire quelque chose de précis. Oui. Et la concision du langage de description est un avantage pour l'IA, parce qu'il y a moins de possibilités de créativité, sachant que l'IA se base beaucoup sur des statistiques, des probabilités, il y a une part d'aléatoire. Si on simplifie le langage, ça réduit le champ des possibles pour l'IA, et donc le résultat est plus précis. Tout à fait. Bon, eh bien je suis vraiment séduit par cet outil, Renaud, ça me plaît beaucoup, j'espère que vous aussi, chers auditeurs, ça vous plaira aussi. Est-ce que, pour conclure, est-ce que tu as ajouté quelque chose? Non, enfin juste, voilà, en retour d'expérience, en utilisation, en conditions d'entreprise, voilà, c'est encore une fois quelque chose de très populaire. Qui se démocratise. L'IA a complètement révolutionné effectivement cette manière de l'utiliser. Voilà, j'invite vraiment tous les développeurs, les architectes et tout ça, effectivement, à utiliser ce type d'outils. C'est une standardisation, c'est pareil. Voilà, en entreprise, on a souvent tout un tas d'outils, effectivement, des plans UML, des Archimate et tout ça. Ce n'est pas censé les substituer, puisque là, on le voit bien que c'est juste pour générer, dans des besoins ponctuels, des schémas. Mais voilà, c'est cet avantage d'être de rapidement, quand on veut expliquer quelque chose, on n'a pas le temps de faire des schémas. Là, vraiment, ce cas d'usage est vraiment grand mermède, très intéressant. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Renaud, de nous avoir fait découvrir cet outil. Et je vous dis à tous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.